Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16e webinaire qui porte sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, il va être question d'un sujet qui est assez hot en ce moment, c'est l'inbound marketing. C'est une stratégie qui, moi, m'apparaît un peu incontournable pour bien des entreprises, en fait la PME, entre autres, à l'ère numérique aujourd'hui. Mes invités seront donc Jean-Michel Arsenault et Simon Ross de l'entreprise Globalia. Salut, messieurs. Bonjour, Salut comment ça Simon. va? Ça Salut va tout le bien? monde. Ça va Ben, bien. merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, Écoutez, avant de vous les présenter plus en détail, mes invités, là, je veux juste vous expliquer un peu l'origine de ces webinaires-là qu'on tient depuis le mois de janvier, puis la logistique qu'on va avoir aujourd'hui. C'est important parce qu'on va être quand même un groupe assez élevé. Je me présente, Simon Chamberlain de l'entreprise Brome Conseil. Je me plais à dire que j'accompagne la PME à l'ère numérique. Je travaille principalement avec la PME de 15 à 500-600 employés, impliqués surtout en sélection de systèmes ERP, CRM, mais aussi en sélection de technologie. Puis je me positionne aussi en réalisant des plans numériques, des audits, ce qu'on appelle aussi des audits 4.0. L'idée derrière ces webinaires-là a débuté en janvier, donc avant la pandémie, où les webinaires sont devenus excessivement à la mode. Le concept derrière ces webinaires-là, c'était vraiment d'inviter des acteurs clés qui ont une expertise particulière sur la transformation numérique pour en parler avec nous, démystifier un peu c'est quoi la transformation numérique, puis expliquer un peu le potentiel que différentes technologies ou concepts de la transformation numérique ont pour les entreprises d'aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, à travers ce webinaire-ci, c'est de vous faire comprendre c'est quoi l'inbound marketing, puis c'est quoi le potentiel que ça peut avoir dans votre entreprise. Si on réussit à vous faire constater ou comprendre le corps du potentiel que ça a réellement pour vous, on va être excessivement content. Et l'idée, dans le fond, c'est de semer dans votre esprit c'est quoi le potentiel de cette approche-là, puis à quoi ça peut servir. Pour la logistique du webinaire, on va être ensemble 1 heure, donc jusqu'à 13 heures pile. Fait que ça va vous donner assez de temps pour manger votre lunch. Ça va être essentiellement des discussions, des échanges assez ouverts entre Jean-Michel, Simon et moi-même. Pour poser des questions durant le webinaire, ce que je vous suggère de faire, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez utiliser le chat qui est en bas. Donc ça va nous envoyer, un message. Mais ce qui est probablement préférable, c'est d'utiliser les questions et réponses parce que c'est plus facile d'en faire le suivi et de se les dispatcher, comme on dit, entre nous 3. À la fin du webinaire, on va avoir une période de questions du public, donc de vous. On va vous inviter à vous manifester avec votre micro. Pour le faire, c'est assez simple. Dans la barre du bas, en bas, vous devriez la voir dès maintenant. Vous pouvez lever la main, comme à la vieille école ou à la petite école, comme on dit, et après ça, on va vous donner la parole durant le webinaire. Donc, je vous demanderai peut-être à l'instant même de tester cette levée de main-là pour s'assurer que ça fonctionne pour tous. Alors voilà, on en voit déjà un certain nombre. Merci beaucoup. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vous présente Jean-Michel et Simon. Puis je vous laisse d'abord vous présenter avant qu'on passe au sondage. Jean-Michel? Bonjour, moi je suis Jean-Michel Arsenault, VP et maintenant associé chez Globalia. Je m'occupe de l'équipe de stratégie numérique et de commerce électronique. On est la plus grande compagnie qui implante HubSpot basée au Canada. On en fait maintenant à travers le Canada au complet. Simon et moi, on travaille ensemble dans l'équipe de stratégie. Simon, c'est notre directeur du inbound. Donc, Simon, vas-y, mon cher. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis une des personnes qui travaille avec Jean-Michel puis qui s'occupe d'une de ses équipes, dans le fond. Et je fais du inbound depuis à peu près 7 ans. Et je suis tombé là-dedans par hasard. Je travaillais en start-up. Et étant donné que le inbound, c'est quelque chose qui n'est pas si coûteux que ça quand tu as du temps. Puis en start-up, ben, tu as beaucoup plus de temps puis beaucoup plus d'employés que tu as d'argent. Et donc, c'était la meilleure chose à faire dans ce domaine-là. Donc, je suis tombé là-dedans à ce moment-là, puis j'ai jamais été capable de sortir. Fait que t'es pris, Voilà. t'es pris là-dedans depuis ce temps-là. Oui, aidez-moi, à l'aide. Okay. Excellent.
Écoutez, avant qu'on passe aux questions, on a un petit sondage qu'on a monté ensemble juste avant la réunion. Ça va vous prendre 30 secondes en fait à réponse. C'est deux questions à choix de réponse. Fait que je vais vous demander tout le monde de répondre à l'instant même. Vous devrez voir le sondage à votre écran. Donc, la première question qu'on posait, c'est un peu mieux positionner notre audience, c'est combien votre entreprise dépense-t-elle approximativement par mois en inbound marketing? Est-ce que c'est zéro? Si vous ne le savez tout simplement pas, vous n'avez aucune idée, indiquez zéro. Sinon, vous pouvez vous positionner dans une des braquettes, donc 1 à 500, 501 à 1000, 1001 à 2000 pièces et 2001 pièces et plus. La deuxième question aussi, c'est principalement pour nous permettre de voir, dans le fond, quel indicateur clé de performance vous utilisez pour monitorer ou en fait mesurer l'efficacité de vos activités d'inbound marketing. Donc, on voit les réponses rentrer. Jean-Michel, est-ce que Jean-Michel et Simon, est-ce que vous voyez les réponses rentrer de votre côté? Pas encore? Vous ne voyez pas à l'écran? OK, c'est juste moi. Non. Je vais. OK. Ben, écoutez, je vais mettre fin au sondage à l'instant, puis on va voir les réponses qu'on a. Je vais partager les résultats. Là, vous devriez les voir. Ouais. OK. Intéressant. Donc, essentiellement, en ce moment, 50% des répondants ont indiqué que c'était zéro. On a des gens qui. 19% c'est 1 à 500 $, 13% c'est 501 à 1000, un autre 13% 1001 à 2000. On a 6% 2001 et plus. Okay. Au niveau des indicateurs de performance, on comprend que le plus utilisé, c'est le nombre de visiteurs, suivi de près par les ventes à 38%. Les conversions, le nombre de nouveaux leads aussi, 31%. La durée des visites, puis la qualité des leads, en fait, et la durée des visites, ça semble être les KPI les moins répandus. Okay. Des commentaires là-dessus? Ben, en fait, je suis déjà quand même content de voir qu'il y a beaucoup de personnes. Au total, il y a 16 personnes qui ont répondu. Donc, déjà en partant, il y a au moins la moitié des gens, si on se fait au budget, qui font du inbound, donc qui investissent dans ça. Fait que c'est déjà une très bonne chose. Au niveau des métriques de ce qui est poussé de l'avant, écoute, les visiteurs, c'est tout le temps le premier. C'est pas le meilleur, à mon avis, des métriques à tenir en compte. Mais évidemment que c'est pas surprenant que ce soit celui qui a le plus de place parce que c'est souvent le plus facile à calculer. Fait que disons-le comme ça. Là. OK. Ouais, je pense que d'ici la fin de la session aujourd'hui, il y a probablement certaines personnes qui ont dit zéro qui vont repenser un peu parce qu'on va faire un petit peu le tour de ce qu'est le inbound. Puis justement, vous allez découvrir que vous en faites probablement des parties déjà sans le savoir, sans lui avoir donné un nom, puis sans le faire au complet, puis de façon structurée peut-être. OK, excellent. Parfait. Ben, écoutez, on va sauter au vif du sujet. Là. On avait préparé un certain nombre de questions. Au fond, là, on commence tout de go comme ça. Là, la méthodologie inbound, c'est quoi? C'est quoi? Absolument. Ben, écoute, Simon, si tu me laisses partager mon écran, on n'a pas énormément de slides, ça va vraiment être une discussion, mais pour cette première partie-là, on avait une ou deux petites affaires qu'on pouvait présenter. Donc, voilà. Tu devrais être capable, Jean-Michel. Super. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Oui. Magnifique. Ça, j'aime ça présenter cette partie-là pas parce que j'aime Jim Carrey, mais surtout parce que je suis un fan des Dolphins puis ils finissent enfin par gagner. Fait que je passe déjà à la prochaine, tout simplement. Dans le fond, le inbound, c'est important de préciser que c'est une méthodologie. Donc, c'est l'art de se rendre désirable et visible au moment où les clients en ont besoin dans leur processus d'achat. Donc, c'est l'art d'avoir des bonnes stratégies, notamment en contenu, notamment au niveau du automation, pour être présent au bon moment dans le parcours d'achat des clients. Donc, ça, c'est d'entrée de jeu. Là, souvent, on associe malheureusement le fait de faire du inbound trop souvent à seulement le contenu.
Mais le contenu, si tu fais juste du contenu, tu n'es pas en train de faire du inbound nécessairement. Fait que ça, c'est d'entrée de jeu quelque chose qui est quand même assez important de constater. Puis, il y a une méthodologie qui vient autour de 3 étapes, donc attirer, interagir et fidéliser. Vous avez peut-être déjà vu ça. Je sais que, bon, ça, c'est la flywheel de HubSpot. Ceci dit, il y a des outils qui ressemblent beaucoup à ça là, au niveau de Marketo, de Salesforce et autres solutions. Puis, finalement, il y a le cycle du inbound aussi pour t'amener à générer de la croissance parce que c'est bien beau dire on va faire du inbound, mais pourquoi tu fais du inbound? C'est souvent pour stimuler ta croissance avec ta performance numérique. Puis, on peut bien voir l'évolution que c'est de faire passer les clients d'inconnus à prospects, à clients, à promoteurs et de faire recommencer à un moment donné la roue le plus possible. Puis, ce qu'on aime beaucoup avec la flywheel maintenant, c'est vraiment d'avoir une approche où tu dois essayer d'éliminer les frictions que tu as dans ta roue. Donc, on va pouvoir voir tout à l'heure différentes tactiques au niveau du inbound, mais surtout le but d'essayer de lui donner le plus d'élan possible pour aller chercher le plus de croissance. Donc voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter. Simon, si tu vas plus en détail. Jean-Michel disait que c'est une méthodologie, le inbound. C'est assez vrai. Puis pour la plupart des gens qui en font depuis longtemps et qui sont vraiment là-dedans, c'est plus que ça. C'est une philosophie. Puis pour certains, c'est peut-être même une secte. Mais en fait, le inbound, c'est vraiment d'écouter le consommateur, la façon dont il veut vivre son processus d'achat, la façon dont il veut chercher le contenu, chercher l'information, puis se coller à ça. Donc, c'est de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne et de pouvoir l'accompagner comme ça. Donc, en gros, le inbound, c'est l'équivalent de quand on allait dans un magasin anciennement, le vendeur te prenait la main, puis tu posais tes questions, puis il t'expliquait. Mais maintenant, on ne fait plus ça. Le vendeur, souvent, en tant qu'aviseur ou conseiller, et donc souvent, les leads pour ces gens-là de vente, donc des gens de inbound sales, vont entrer par le web, ont déjà été préfiltrés, ont déjà été qualifiés par la machine qui s'occupe de faire le inbound marketing. Et donc, c'est des leads qui sont déjà chauds qui arrivent. Et là, on parle de faire un processus de inside sales versus de outside sales. Donc, un prospect qui est qualifié, qui est chaud, qui est déjà ce qu'on appelle un hand raiser, qui a levé la main et qui a dit « Bonjour, moi je suis intéressé. J'aimerais ça parler à un humain pour pouvoir compléter la transaction parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir de la vente en ligne encore ou d'avoir un processus sans humain là, aucunement. Là. Donc, le inbound sales, c'est vraiment la suite du processus du inbound marketing et donc de vraiment le faire d'une façon qui va accommoder l'acheteur. On dirait qu'ils sont un peu plus imbriqués ensemble que dans un modèle traditionnel de marketing puis de vente. Est-ce que je me trompe? Tu as parfaitement raison parce que dans le fond, le but d'avoir une conversion, c'est de réussir de faire passer un marketing qualified lead à un sales qualified lead à une vente. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien étroit entre les tactiques de inbound sales et les tactiques de inbound marketing. Je vais donner un exemple que je me servais dans un autre webinaire. On pourrait avoir un visiteur qui est venu sur notre site web, qu'on a attiré sur un sujet X, disons le inbound. Puis, la personne a téléchargé un guide, fait qu'on lui a envoyé un message avec le guide dedans pour qu'il soit téléchargé. Mais on pourrait très bien avoir une notification qui s'envoie aussi à une personne de l'équipe des ventes qui va décider de communiquer avec la personne qui a téléchargé le guide pour lui proposer de participer, par exemple, à une démo sur le sujet. Fait qu'on peut voir un petit peu l'espèce de beau high five qui peut se faire entre un MQL vers un SQL, puis différentes tactiques qui peuvent être mises de l'avant là, pour pouvoir avancer. Fait que ça, il y a une série de possibilités comme ça. Au niveau des outils du inbound sales, il y a quand même, l'art de se rendre désirable,
en vente, il ne faut pas l'oublier, ce volet-là. Tu sais, souvent, l'approche de vente traditionnelle est plus comme je vais te faire une proposition puis ça va être ça. Mais se rendre désirable au bon moment en inbound sales, ça pourrait être, au lieu de t'envoyer tout simplement une proposition, donc un PDF tout bonnement comme à l'habitude, on voit beaucoup de stratégies en inbound sales en ce moment qui utilisent la vidéo. Donc, de faire un petit sommaire exécutif des éléments clés de la présentation pour guider la lecture du document. Fait que c'est une stratégie de inbound sales pour faciliter, en fait, le volet conversion. Là, fait que il y a plein de petites tactiques comme ça là, qui sont quand même assez intéressantes. Excellent. Ouais. Comme tu disais, Simon, les deux n'ont pas le choix de fonctionner ensemble. Puis une des choses que la méthodologie d'une bande propose, c'est toujours d'avoir un SLA entre marketing et vente. Donc, un Service Level Agreement, de dire le marketing s'engage à livrer X nombre de leads qualifiés aux ventes. Puis les ventes, eux, s'engagent à accepter ces leads-là, puis à en convertir. À s'en occuper, puis les réchauffer. Puis, on veut éviter là, l'ancienne guerre de marketing et de vente qui dit c'est de la faute au marketing, m'a donné des mauvais leads. Puis le marketing dit il ne close pas mes ventes. Moi, j'envoie des leads à la tonne, puis il ne close pas. Mais avec un Service Level Agreement, on s'entend sur qu'est-ce qui est un lead qui est qualifié. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a des critères, chacun connaît son job. Il y a des critères précis qui permettent de qualifier un lead puis d'assurer un hand-off entre le marketing et les ventes. Là. Exactement. OK. Intéressant. Un des points En fait, juste avant de passer au prochain point, on a dans le chat quelqu'un, Chantal Villeneuve, qui demandait si le PowerPoint de la présentation allait être rendu disponible. Jean-Michel, Simon... Ben, j'ai pas beaucoup de choses à te montrer qu'on va avoir présenté parce que, autre que cette partie-là, on n'avait pas nécessairement d'autres choses, mais sur le site, là, c'est le moment de la plug, sur le site de Globalia, dans la section ressources, il y a des guides téléchargeables sur le inbound, un sur le inbound marketing, un sur le inbound sales. Donc, je mettrai le lien là, avant la fin de la présentation. Là, ça sera disponible pour pouvoir aller télécharger. Parfait. Puis on va avoir, de toute façon, on devrait avoir un enregistrement complet de tout ce webinaire-là. Donc, normalement, ça va être disponible en rediffusion. Ouais. La prochaine question, c'est sur j'allais dire le triangle incontournable. Donc, en inbound marketing, on a le concept des personas. On a le buyer's journey puis la stratégie de contenu. Mon point par rapport à ça, c'est comment ces éléments-là interagissent ensemble et sont reliés. Bien, écoute, souvent, en fait, quand on rencontre des clients, ça nous arrive souvent qu'au début, on fait un petit audit de la stratégie, je dirais peut-être numérique, overall, là, de la stratégie de contenu. Puis, souvent, le but d'utiliser du inbound, c'est d'amener de la conversion dans l'ensemble de nos actions. Fait que de vraiment embarquer dans cette méthodologie-là dans le but de convertir. Puis, il y a trois, tu sais, en fait, pour pouvoir bien faire de la personnalisation, de la bonne segmentation, puis amener les gens à convertir, c'est bon d'avoir développé des personas, vraiment des représentations de nos clients pour être capable de bien faire une approche spécifique pour ces gens-là. Fait que ça, c'est l'étape 1 qui est quand même assez importante au début. On le fait avec tous nos clients parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser pour, après ça, faire les stratégies pour faciliter, en fait, le travail à descendre les clients dans l'entonnoir de conversion. Est-ce que tu veux définir peut-être persona avant de continuer? Oui, ben dans le fond, c'est des représentations semi-fictives des gens basées sur un paquet de facteurs, le socio-démographique, les objectifs, des fois, ça peut devenir les industries, mais surtout, quand on parle de buyers persona, parce qu'il y a différents types de personas, puis dans le cas qu'on a besoin, c'est des buyers persona, c'est beaucoup basé sur les motivations. Donc, tu sais, historiquement, des fois, on commence à travailler avec des clients, puis ils nous disent « Ah oui, j'ai fait mes personas l'année passée, puis c'est, par exemple, des user personas. » Fait que ça, on n'a pas besoin de ça. Ou des clients types, ou des audiences visées.
Là, pour être efficace, puis je pense que dans plus en plus d'industries, l'espèce d'erreur cliché que la majorité des gens faisaient, c'était de faire des personas par titre ou poste dans l'organisation. Mais moi, ça m'arrive des fois, je vois des personas que des clients ont déjà fait avant, puis ils visent des directeurs de compte. Là, mais si on regarde les tâches d'un directeur de compte d'une entreprise à l'autre, là, c'est très, 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 très large. Là. Fait que c'est sûr que le but, c'est d'y aller par des motivations. Donc, qu'est-ce qui va motiver les gens à consommer votre produit? Pourquoi ils consommeraient votre produit? Fait que c'est vraiment basé là-dessus là, qu'on va déterminer les personnes. L'autre facteur important dans ça, c'est le buyer's journey. Donc, vraiment le parcours d'achat de votre client. Donc, le faire passer du awareness à la considération, à la décision, à un client qu'on peut faire de l'émerveillement avec lui, là, du delight là, pour HubSpot. Donc, le but, c'est vraiment de permettre à chacun de faciliter. Le inbound sert à faciliter pour chacun des personas de descendre dans votre entonnoir de conversion. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Puis, souvent, pourquoi dans la sainte trinité du inbound, on rajoute la stratégie de contenu, c'est que souvent, on se rend compte quand on commence à travailler avec des clients que les contenus ne sont pas dirigés spécifiquement vers les personas, mais plus des fois par les besoins de communiquer ou des liens produits. Fait que c'est important vraiment de cibler chacun des personas. Puis évidemment, si votre but, c'est de les faire descendre dans l'entonnoir de conversion, bien, faites des contenus pour chacun des paliers de l'entonnoir de conversion dans le but de réussir à le convertir. Fait que cet élément-là est quand même vraiment très important en inbound. Puis souvent, quand on fait la cartographie des contenus au début, bien, on se rend compte que les gens font que du contenu en awareness. Donc, vraiment en éducation, c'est du contenu là, qui est super bon. Ou souvent que du contenu en décision, mais c'est vraiment important de réussir à avoir du contenu dans chacune des étapes. Le nourrir de contenu tout au long de son parcours d'achat. Absolument, parce que souvent, ça c'est vraiment triste, là. Moi, sinon, on voit ça malheureusement souvent. Des fois, ça va arriver qu'on rencontre un client une première fois, puis son site, qui est très bon pour éduquer, bien, fait partie du parcours d'achat de l'ensemble de son industrie, mais malheureusement, les clients vont acheter ailleurs parce qu'il est très bon pour éduquer, mais malheureusement, il n'est pas très bon pour convertir. Fait que les gens, puis ça arrive des fois là, qu'il y a au sein d'une même industrie, les gens se réfèrent un site à l'autre, mais savent que l'autre, il ne convertira pas bien. Fait que ça, c'est quand même très triste. Là. Jean-Michel, j'ai l'impression que tu parles de mon site. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des. Non, écoute, il y a des cas, des fois, c'est flagrant là, où la stratégie de contenu n'a pas été pensée en méthodologie inbound. Puis, des fois, il faut retravailler ça pour réussir à le faire. Simon, aurais-tu. Moi, j'aime bien ça, utiliser Simon pour le côté tactique. Mettons, quel type de contenu tu peux utiliser en awareness, en engagement, en décision, etc.? Ouais. En fait, la plupart des sites vont être bons pour closer parce que de base, on a un site, on se dit il faut que j'aie tout mon contenu de vente dessus. Donc, on va avoir assurément une place pour soit faire un achat, on va avoir une place pour une démo, on va avoir une place pour contacter un vendeur. Donc, ça, c'est des pages à contenu élevé en décision. On va avoir une page qui explique c'est quoi le pricing, qui explique c'est quoi les avantages de notre entreprise versus les autres. Donc, tout ça, c'est de la décision. Quand on arrive en considération, là, ça va être plus difficile. Il y a moins de gens qui le font directement là, quand ils font un nouveau site. C'est quelque chose qu'il faut que ce soit plus réfléchi souvent. La considération, on va vouloir avoir, la considération le dit, quelque chose qui va comme comparer. Donc, on voudrait avoir quelles sont les différences entre la solution que nous, on propose, par exemple, inbound marketing, versus une autre sorte de méthodologie. Donc, par exemple, le outbound marketing. À ce moment-là, on va vouloir calculer un peu les avantages, les désavantages des deux dans le processus. Donc, souvent, ça va être des grilles comparatives, des idées de prix, des termes, c'est quoi le nombre d'efforts nécessaires pour mettre en place une pratique plutôt qu'une autre. Donc, souvent, ça va passer par des articles de blog plus que par des pages.
si on arrive en sensibilisation, là, au début du processus, bien là, on est souvent encore plus dans des articles plutôt que des pages. Là, on va parler vraiment des problèmes des gens. Ce qui fait que le matin, ils se lèvent et ils disent « j'ai besoin d'une bande marketing ». Ben, en fait, c'est souvent pas parce que une bande marketing, ça a l'air intelligent, les gens en parlent. Ben, souvent, il y a un problème derrière ça qui est « mon site ne m'amène pas de lead ». Donc ça, c'est un problème. On va chercher ça. Donc, le processus, là, je l'ai fait à l'inverse, là, mais le processus de awareness, considération et décision, ben, c'est vraiment, je découvre un problème, donc j'essaie de trouver qu'est-ce qui cause mon problème. Une fois que j'ai trouvé la cause, ben, je vais dire c'est quoi les solutions à ce problème-là. Et une fois que j'ai trouvé les différentes options et que j'en choisis une, je vais trouver c'est qui la meilleure personne pour m'offrir cette option-là. Donc ça, c'est un petit peu le processus. Et la plupart des gens, une fois qu'ils sont dans ce processus-là, s'ils sont éduqués toujours par la même personne pendant le processus, donc si tu viens toujours sur mon site, ben, c'est sûr que je vais t'éduquer d'une façon qui va me favoriser. Ouais, je vais te dire la chose la plus importante en choisissant ce produit-là, c'est qu'il soit rouge. Parce que rouge, ça veut dire qu'il est bon. Puis je sais que mes compétiteurs ne vendent pas de produits rouges. Mais à ce moment-là, quand tu arrives pour faire ton choix, tu es certain que rouge, c'est un gage de qualité. Les compétiteurs n'offrent pas de rouge. Donc, ça devient un no-brainer de venir faire ton achat chez nous. C'est moi qui t'ai tout montré dans le processus. Donc, c'est plus rare qu'on va changer. Ça arrive, comme Jean-Michel disait tantôt, il y a des sites qui sont très forts à leverager le contenu que d'autres font, puis aller leur voler leurs visiteurs, là, si on veut. Mais normalement, quand tu commences ton processus à quelque part, ben, plus tu restes chez nous longtemps, puis plus tu vas m'aimer, puis plus tu vas apprendre des choses comme moi, je veux que tu les apprennes, et donc plus ça va être facile après pour te vendre. Donc, la clé, c'est de l'accompagner vraiment tout le long de son buyer's journey, peu importe quel type de persona il est. Là. Exact. Puis la trinité là, que Jean-Michel mentionnait tantôt, là, tout ça repose sur, ça prend un outil pour tracker ça. Donc, souvent, ça va être un CRM. Et donc, si on est capable d'avoir une vue qui est claire, qui est simple de c'est quoi les différents contenus, à qui ils s'adressent, puis où est-ce qu'ils sont placés dans le processus d'achat, ben à ce moment-là, ça va être facile d'amener le bon contenu à la bonne personne. Ça va nous amener plus loin à automatiser aussi ces processus-là. Quand on parlait du vendeur qui te tient la main, puis qui t'amène, puis qui te fait connaître les produits, puis qui te montre les bonnes choses, ben ça, c'est l'automatisation. Donc, il va pouvoir te donner le bon contenu au bon moment. Puis plus on connaît les gens qui viennent sur notre site, plus on sait comment ils consomment. On le sait que quand ils ont lu un article de tel type, d'habitude, ça leur prend 5 jours. Ils mijotent. Là, ils pensent à ça. Là, 5 jours après, d'habitude, ils reviennent, puis là, ils font une autre action. À ce moment-là, on va pouvoir aussi commencer à accélérer ce processus-là. C'est-à-dire 4 jours après, là, plutôt que 5, j'attends pas qu'ils reviennent, j'y envoie le contenu. Donc, c'est vraiment un apprentissage, c'est très itératif. On a une question de Chantal Villeneuve qui demande si vous avez un exemple de site à donner qui serait bon, un beau cas d'inbound marketing. Hein? Ben, moi, écoute, celui que j'aime le plus donner parce qu'il prêche toujours par l'exemple, c'est HubSpot. Donc, HubSpot.com est très certainement un des meilleurs exemples au niveau du inbound. Un très beau modèle. C'est un beau study case. Là. Évidemment, ils ont tout avantage à prêcher par l'exemple, mais ça vaut la peine. Je vous encourage à télécharger, à prendre action sur le site. Vous allez voir comment HubSpot est engageant avec vous au bon moment. Fait que c'est vraiment une très belle approche. Intéressant. Si on parle des avantages à utiliser la méthodologie inbound, comment on peut... c'est quoi les avantages pour une PME ou une entreprise d'importance un peu plus grande à adopter l'inbound plutôt que des méthodes plus traditionnelles? Ben, moi, d'entrée de jeu, j'aurais tendance à dire que ça va structurer l'équipe. Parce que la première des choses, c'est que quand tu veux te lancer en inbound, c'est beau dire oui, OK, le marketing automation, oui, la stratégie de contenu,
oui, le SEO, mais ça arrive souvent que quand on va commencer à travailler avec des entreprises, ben, ça reste que même si c'est les gens qui s'occupent du SEO, du marketing automation ou de la stratégie de contenu, ben, ces gens-là ne sont pas nécessairement toujours en train de travailler main dans la main. Le fait de travailler en méthodologie inbound, ben, ils n'auront pas le choix de se rapprocher. Fait que déjà en partant, il y a une espèce de synergie d'équipe et d'alignement d'équipe qui arrime tout le monde autour des mêmes objectifs. J'ai vraiment parlé côté marketing, mais on a parlé tantôt, là, moi, ce que j'aime le plus de la méthodologie inbound, quand les gens l'appliquent tant au niveau d'équipe des ventes que du marketing, c'est le high five que ça fait entre les deux organisations. Là, ça rallie des fois des piliers de l'organisation qui ne se sont pas assez parlé dans les dernières années. Ça réunit les deux solitudes. Oh oui. Des fois, la dure, mais on apprend. Des fois, nous, comme personnes qui les aident dans ces processus-là, ben, c'est sûr qu'on est en mode, des fois, un petit peu adaptation au changement aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça vient tout se mettre, mais les résultats sont vraiment très bons. Là. Donc, un pouvoir un peu structurant. Avais-tu quelque chose à ajouter, Simon? Oui, écoute, j'en ai plein. En fait, là, pour les PME, le inbound a plein d'avantages. Le premier, c'est vraiment qu'avec le inbound, tu te bâtis des actifs numériques. Donc, tu vas te bâtir du contenu, tu vas te bâtir du SEO, de l'autorité, des automatisations. Tu vas te bâtir aussi là, des guides téléchargeables. Donc, plein de choses comme ça qui continuent de rouler, puis qui continuent d'aller chercher du SEO, puis de l'autorité. Puis tout ça, une fois que c'est en place, ben, c'est jamais perdu. Chaque automatisation, chaque processus de nurturing que tu fais, ben, il va fonctionner pour la personne d'après, puis la personne d'après. Puis quand tu en fais un nouveau, ben, il va fonctionner pour toutes les autres après aussi. Donc, tu bâtis vraiment tes actifs. Et après ça, c'est comme un investissement. Là. Donc, ça va accumuler, puis accumuler. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment rentable, mais sur du plus long terme. Tantôt, je parlais, j'ai travaillé beaucoup en start-up avant d'être en agence. Il y a deux réalités en start-up. Tu n'as pas d'argent, puis tu as des employés, fait que tu peux les faire travailler à créer du contenu. Fait qu'on faisait beaucoup d'inbound, mais de temps en temps, si tu veux aller chercher du financement, il faut que tu fasses un gros coup pour montrer que tu as eu des activités très rapidement. Ça passe par le outbound. Donc, à ce moment-là, faire des publicités comme du AdWords, des choses comme ça, ben, aussitôt que tu arrêtes de mettre de l'argent, c'est fini. Il n'y a pas de SEO qui a été gagné de là. Il n'y a rien que tu as bâti, sauf les leads que tu as été chercher. Donc, tout ce qui est payé, ben, si tu arrêtes de mettre du gaz, tu n'as plus de leads, tandis qu'avec le inbound, tout ce que tu fais va rester. Il y a plein de choses qui découlent de là, comme tantôt j'ai parlé de on peut peut-être rapetisser le processus d'une journée à toutes les fois. Mais si on est capable de raccourcir le processus d'achat, c'est-à-dire que dans une année, ben, on va vendre beaucoup plus de produits parce que chaque achat a pris une journée de moins à faire. Donc, on peut toujours optimiser aussi. Ça va aussi nous permettre de peut-être augmenter le panier moyen. Parce que plus la personne comprend bien ce qu'on lui vend, ben, plus elle va comprendre la valeur, puis plus il y a des chances qu'on la garde comme cliente. Elle va peut-être revenir aussi après. Il y a une partie dans le inbound qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui est l'aspect satisfaction ou fidélisation aussi. De dire, ben, chaque client, le but, c'est de les transformer en ambassadeurs pour qu'eux amènent d'autres clients. On sait tous, puis tout le monde qui a fait du marketing ou qui a étudié de l'admin, sait que d'aller chercher un nouveau client, ça coûte quelque chose comme 10 fois plus cher que de garder un client. Mais on ne le met pas souvent en action. Ça. C'est quelque chose qu'on connaît, hein, qui est comme une statistique acceptée, puis on n'agit pas toujours là-dessus. Mais en fait, le fait d'agir là-dessus, puis de dire on veut garder nos clients, puis même de les transformer en ambassadeurs, la réduction des coûts pour acquérir des nouveaux clients va être énorme avec le temps. Intéressant. Je trouve ça super intéressant, le concept de... Tu faisais référence à des actifs numériques, là, le fait que, au fond, tu bâtis du contenu qui est là, que quelqu'un va utiliser en ce moment, puis peut-être que plus tard, ça va être utilisé. Moi, je me suis rendu compte que j'ai encore aujourd'hui des contacts, des opportunités qui se présentent pour
du contenu que j'ai créé dans le passé, mais qui ne fait plus partie de mon offre de service, puis j'avais complètement oublié que c'était encore là. Tu sais, puis là, Ouais. la personne, elle se présente aujourd'hui, puis le contenu, il est là, il est assez bien référencé. Fait que, tu sais, c'est vraiment une référence, c'est ça, quand tu dis l'actif, c'est de l'actif numérique qui est là, puis qui va être utilisé éventuellement. Là. J'aime bien, j'ai un petit exemple des fois là-dessus, puis des fois c'est drôle parce qu'on se rend compte de ça pour d'autres clients, mais là, c'est vraiment avec nous, quand on a fait une refonte de notre site web très récemment, puis ça nous a amené vraiment à se pencher sur le blog qu'on avait dans notre ancien site, puis un des articles les plus performants de notre blog traitait sur une chose que, honnêtement, je me demande si on a déjà fait au bureau. Fait que le site, c'était super bien référencé, c'était sur comment faire des bonnes signatures courriels. Et tu sais, vraiment, Globalia, on avait probablement créé du contenu à un moment donné juste pour aider un client, mais tu sais, c'est rien de notre offre de service. Fait que tu sais, des fois, tu te rends compte que tu sais, c'est important parce que, bon, je veux dire, ça ne nuit pas d'attirer des gens vers ça, mais en même temps, je veux dire, je peux pas les convertir vers rien. J'ai pas de service qui se rapproche de faire des signatures courriels nécessairement. Fait que, bon, Non, mais c'est t'es avec le attiré temps, chez des fois, le toi. contenu reste là, tu sais. C'est ça. Mais t'es attiré chez toi, tu sais. Absolument. Ouais. Tu sais, C'était quelqu'un qui potentiellement avait un outil de courriel un peu complexe pour lui. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait pu aider. Fait que c'était pas exactement dans ce qu'on fait, mais c'était un peu connexe. Fait que... Ouais. Intéressant. Secteur d'activité, si on fait référence aux industries, au secteur d'activité où l'inbound est très propice à être utilisé. Puis même, je peux aussi vous poser la question par rapport au B2B, B2C. Est-ce que c'est plus pertinent pour le B2B ou le B2C? Ou qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Jean-Michel En fait, ou Simon? ouais. Ben, je te dirais, ça fonctionne pour les deux. L'important avec le inbound, c'est que tu peux pas faire de inbound sur l'achat de palettes de chocolat. C'est un achat impulsif, c'est dans un dépanneur, elle est en spécial, elle te regarde, tu la regardes, puis là, ben, tu la jettes. Donc, il n'y a pas vraiment de inbound. Mais tout ce qui est un processus d'achat qui est un petit peu plus réfléchi est sujet à faire du bon inbound. Traditionnellement, c'est beaucoup pour du B2B que ça a été utilisé, pensé à la base, parce que c'était vraiment pour comment je fais pour que l'acheteur de telle compagnie en aéronautique pense à moi, petit fabricant, dans le fin fond du Nevada, pour ses pièces. Ben, à ce moment-là, l'inbound, c'était ça. C'est magique. Ça va fonctionner pour ce genre de choses-là parce que il va faire des recherches, il va chercher des produits spécifiques, des alliages spécifiques. Et à ce moment-là, il y a de l'éducation puis un processus qui est quand même complexe. Par contre, ça fonctionne bien vraiment dans autant B2B, B2C. Il y a certaines industries où est-ce que c'est rendu des no-brainers. Il faut que tu fasses du inbound. Tout ce qui est du SaaS, Software as a Service, autant B2B que B2C, il y a à peu près toujours un espèce de concept d'inbound marketing qui va être mis autour de ça, qui va être probablement allié peut-être à du outbound, qui va être allié à d'autres choses aussi. Tu n'as pas le choix pour attirer la masse. Tu n'as pas le choix. Exactement. Donc, tous les processus d'automatisation aussi, prenez n'importe quel software aujourd'hui, faites une démo gratuite, créez-vous un compte, puis vous allez entrer là, dans un processus. Là, on va voir le processus. Au départ, ça va être de t'expliquer comment utiliser le software. Après ça, ça va être d'essayer de te mettre en contact avec un vendeur. Après ça, ben, s'il ne se passe jamais rien, tu tombes comme dans un autre espèce de processus où est-ce que là, on essaie juste de te garder actif puis de continuer de t'envoyer des contenus. Donc, ça, c'est vraiment inbound classique pour du software. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Dans tout ce qui est très niché, là, tantôt je disais aéronautique ou des choses comme ça, ben, c'est des produits qui sont très nichés, qui fonctionnent très fort. Sinon, dans tout ce qui est éducation aux États-Unis, étant donné que c'est privé,
le inbound, c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner dans ce domaine-là. Parce que les gens magasinent beaucoup pour l'éducation, puis ils veulent comprendre pourquoi je vais aller à telle école, étant donné que là-bas, c'est privé, mais ils ont chacun leurs avantages, puis là, tu mets de l'avant tes professeurs, puis tes avantages à toi, puis c'est qui t'es gradué, puis c'est qui les gens connus qui sont passés, puis tout ça, tandis qu'ici, souvent, je cherche tel programme, le plus proche c'est Lévis, je vais aller là. Il y a un petit peu moins de recherche qu'on fait. Je pense que là-bas, c'est tout le contraire d'un achat impulsif. Là. Évidemment, quand tu investis dans l'éducation pour tes enfants, puis ça coûte une fortune. À 40 000, tu ne veux pas te tromper. C'est ça. Mais tout ce qui va être un achat dans lequel où tu vas avoir une certaine réflexion, où tu n'achèteras pas directement, comme disait Simon, comme une palette de chocolat en ligne, je veux dire. Mais même des épiceries font quand même du inbound maintenant aussi pour t'attirer vers cette épicerie-là pour l'ensemble de tes achats. C'est sûr qu'à la seconde où il y a un processus de prise de décision, le but, c'est de réussir à te rapprocher de ce client-là, de sortir au bon moment. En ce moment, là, je te dirais, particulièrement au Québec, tout ce qui est service professionnel, que ce soit en B2B ou en B2C, des avocats, des comptables, des notaires, il y a énormément de gens qui commencent à réaliser que c'est bon pour eux. Tout ce qui est aussi, je te dirais, le manufacturier, là, pour réussir à trouver leur place là, dans un marché qui est en très grande consolidation en ce moment. On parle beaucoup de 4.0 pour eux, là, mais le volet inbound rentre directement dans ça, là, dans leur cas. Là. On parle d'automatisation des processus, là, oui, dans l'usine, évidemment, mais beaucoup aussi au niveau de leur approche marketing et vente. Fait que c'est sûr que honnêtement, c'est très large qui peut avoir de besoin du inbound. Là. Parce que, même ça a été mesuré par Gartner et Forrester que les acheteurs en B2B se déplacent beaucoup plus vers le en ligne pour trouver des nouveaux fournisseurs, mais aussi des nouveaux produits. Fait que forcément, le inbound pour un manufacturier, par exemple, ça fait du sens. Ça s'inscrit pleinement là-dedans, puis le marché s'ouvre globalement. Là. Moi, j'en connais un, d'ailleurs, qui est un manufacturier dans la région ici. C'est un de vos clients, d'ailleurs, puis qui m'expliquait que pour lui, les grands salons manufacturiers, là, je parle avant la pandémie, là, 1 an et demi avant la pandémie, il m'expliquait que pour lui, il ne vendait pas tant que ça à travers ça, mais que c'était essentiellement de l'inbound qui générait le gros de sa business. Ouais. C'est bon. Il est 45. On va peut-être passer à une ou deux dernières questions avant d'aller avec les questions du public. C'est quoi les technologies qui sont possibles ou qui existent en ce moment pour mettre en place une bande dans une compagnie? Bon, je sais que vous êtes un revendeur, un partenaire HubSpot, mais quels sont ceux qui existent sur le marché? En partant avec la méthodologie inbound, ça a été développé puis beaucoup commercialisé par HubSpot. Fait que c'est sûr que HubSpot est un outil pour faire ça à la base, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui vont faire au moins une bonne partie du inbound. L'avantage de HubSpot, c'est vraiment que tu vas avoir l'ensemble des outils au sein d'une même suite. Mais il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser dans Pardot, qui est une des solutions de Salesforce. Il y a des outils dans Zoho. Il y a Marketo. Moi, il y a une au niveau du commerce électronique que j'aime quand même pas mal aussi, qui est plus automation que inbound, mais il y a quand même beaucoup de possibilités aussi. Ça s'appelle Klaviyo. C'est ça. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire, mais de le faire vraiment de manière fluide avec vraiment cette méthodologie-là. C'est sûr qu'on revient souvent vers HubSpot là, dans ce cas-là. Okay. En fait, il y a plein d'outils qu'on peut prendre pour faire du inbound. L'inbound, c'est juste une méthodologie, mais c'est pas lié à un outil. HubSpot n'est pas le seul. Les choses qu'on peut faire, tantôt on a parlé, d'amener le bon contenu aux bonnes personnes au bon moment. Donc, ça te prend un outil d'automatisation, de courriel.
Donc, ça peut être MailChimp. Ça te prend un outil pour avoir du contenu sur ton site. Donc, un blog, ça peut être WordPress, ça peut être n'importe quelle autre plateforme aussi. Ça te prend un CRM pour recueillir les informations. Ça te prend un outil de formulaire, donc soit un de ceux qui fonctionnent avec WordPress ou soit un qui va fonctionner avec n'importe quelle autre plateforme qui est utilisée. On va utiliser souvent des landing pages pour donner accès au contenu téléchargeable. Donc, ça prend un outil de landing page. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher, tout séparément, puis se bâtir une espèce d'écosystème qui permet de faire du inbound. C'est sûr que ça va valoir la peine côté pricing, souvent, d'aller chercher des petits outils comme ça, plutôt que d'aller chercher comme un truc comme HubSpot qui est déjà complet pour faire du inbound. La différence, ça va être vraiment l'investissement de temps, puis d'effort, puis d'énergie. Donc, on a beaucoup de nos clients qui, au départ, arrivent avec justement une espèce de suite complète comme ça, là, un truc rapiécé. Ça fonctionne, mais en fait, souvent, ça va fonctionner avec du duct tape. Donc, ça tient, mais il ne faut pas que rien change. Ça tient dans l'état tel qu'il est. Puis après, ben, le gain qu'on fait en efficacité puis en temps, souvent, en allant dans une plateforme plus complète, ben, va valoir la peine. Ben, si on sauve X heures par semaine, ben, ça a une valeur, même si c'est pas un prix qu'on paye pour la plateforme, on est tous payés pour faire notre travail, du moins je l'espère. Puis donc, ça a une valeur facile à calculer. Si je sauve 5 heures par semaine, 5 heures fois mon salaire horaire, ben, Globalia va sauver X montant. Okay. Je pense qu'on va passer à la période de questions. On avait une question, Simon, je pense que tu voulais répondre, de Martin Perron qui demandait, en fait, qui faisait référence à une question comme un produit pour des quais et des rampes pour un lac, un produit très niché. Exact. On parlait des industries tantôt, là, dans lesquelles une bande peut bien fonctionner, puis on parlait de produits nichés. Donc, Martin mentionnait des quais, des rampes pour quelque chose de très niché. Là, ben, exactement. C'est le genre de produit qui peut bien fonctionner. Ça fonctionne dans vraiment un usage particulier. Puis à ce moment-là, tu as des avantages très différents de d'autres compétiteurs. Donc, ça va être plus apte à faire du inbound par rapport à ça. OK. Martin posait aussi la question, selon vous, des produits de outdooring comme les pergolas, bacs à fleurs, chaises extérieures en produits start-up. Quels seraient quelques exemples de ce que vous feriez concrètement en inbound? Assurément, la première chose, je m'arrangerais de savoir exactement à qui tu veux vendre ces produits-là, de bien le définir vraiment. Puis je m'arrangerais d'avoir un bon parcours, de bien savoir c'est quoi les étapes de leur parcours client pour vraiment arriver avec une bonne stratégie de contenu puis de l'automatisation au bon moment. Ça, je te dirais, c'est probablement dans les premières étapes qu'on ferait en inbound avec eux. Ça prend du contenu pour que toi, tu sois attrayant pour les personnes qui vont acheter ces produits-là. Il faut que ton offre de contenu soit attrayante pour ces personnes-là. C'est sûr et certain que ça va être essentiel de répondre aux besoins que ces gens-là. Puis évidemment, j'aurais tendance à dire de répondre à ce besoin-là mieux que n'importe qui d'autre qui vend des produits similaires à vous sur le web. Oui, exact. De s'assurer de répondre à un besoin puis d'enlever un pain à quelqu'un à quelque part, là, ça va devenir important parce que ça va être ça notre persona. Donc, si on sait que notre persona est une femme de tel âge qui a tel genre de problème, ben, nous, on veut régler son problème. Donc, ça va être là-dessus que notre contenu va être basé. OK. On avait une autre question avant qu'on switch à l'audio. C'est qu'est-ce que vous pensez d'outils d'automatisation email comme Lemlist? Oui. Moi, ce que j'aime pas, Lemlist, en fait, ce qui se spécialise, c'est de faire du cold emailing. Fait que leur tactique va, c'est un petit peu comme un MailChimp boosté au turbo. Le gros problème, parce que c'est drôle, parce qu'on a eu à le considérer pour un client dernièrement, puis Lemlist, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas rattaché à un CRM en arrière, c'est pas rattaché à, il manque un certain level d'outils pour être en mesure de vraiment faire une excellente stratégie inbound. Mais au niveau automatisation email,
il y a quand même des fonctionnalités qui sont quand même le fun. Tu peux faire des séquences automatisées, mais l'Emlist tombe beaucoup c'est dans ce que nous, on fait au quotidien. Là, c'est peut-être compétiteur d'une partie de l'offre HubSpot Sales. C'est vraiment plus orienté vers des équipes de vente que d'autres choses. Là. La seule nuance que je ferais beaucoup avec ça aussi, que ces outils-là, achetez pas des listes de personnes à qui vous pouvez joindre. Là, il y a différentes lois maintenant qui empêchent de faire ça. Puis je sais que ces outils-là, souvent, sont développés un petit peu partout sur la planète, puis ils ne pensent pas nécessairement aux réalités régionales. Donc, c'est super important là, de faire attention à ça. Okay. On a une autre question par rapport à Pipedrive. En fait, ça, ce qu'on pourra peut-être dire, c'est Carl Durocher qui va donner son opinion la semaine prochaine. Honnêtement, écoute, j'aurais tendance à dire que c'est probablement c'est un super bon CRM. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est une très bonne plateforme. Est-ce que c'est la meilleure pour faire du inbound ou du marketing automation? Je ne crois pas. Mais c'est pas. J'aime bien dire que c'est souvent notre plan B avec des clients. Ce qui est le fun, c'est l'offre de pricing. C'est quand même très bonne aussi. Là. Fait que, là, il y a de l'écho, Jean-Michel, je ne sais pas pourquoi. Là. Okay. De toute façon, je vous envoie à l'instant à tout le monde le lien pour vous inscrire au webinaire la semaine prochaine qui va couvrir Pipedrive, entre autres. Là, en fait, on va parler de CRM, mais notamment de Pipedrive. Fait que, là, si vous voulez poser vos questions en public, je vous invite à lever la main. On va vous donner la parole. Fait que soyez pas gênés. Allez-y avec vos questions les plus farfelues. On a ces messieurs-là encore pour quelques minutes avant qu'ils retournent à leurs occupations habituelles. By the way, j'ai mis dans le chat le lien pour les guides des ressources téléchargeables. Parfait. Ouais, en fait, vous pouvez aller aussi sur monguideinbound.com. Ça va vous amener directement sur le guide Inbound Marketing. OK. OK, on va y aller avec Mathieu Champoux. Mathieu, je te donne la parole, ça ne sera pas très long. Je ne peux pas le faire. Je ne peux même pas te donner la parole. Bizarre. En fait, OK. En fait, la question, je pense, c'est comment bien impliquer les ventes dans le partage de contenu. Oui, c'est souvent un problème. Les ventes ou les vendeurs, les reps, peu importe comment on les appelle, souvent, on veut que ces personnes-là deviennent des subject matter experts. Là. On veut qu'ils soient vraiment des experts de notre domaine, mais sont tellement occupés à vendre, sont tellement au téléphone ou en visite ou peut-être sur Zoom ou Skype ou peu importe ce qu'ils utilisent maintenant avec la pandémie, qui vont pas prendre le temps de faire toutes les actions que le marketing aimerait qu'ils fassent, malheureusement. Nous, en marketing, on trouve que c'est une bonne idée, puis eux, on juste pas le temps. Mais avec des outils soit de médias sociaux, il y a moyen de contrôler les comptes de ces personnes-là avec leur consentement, évidemment. Là. Mais nous, ce qu'on fait, là, on prépare les publications là, pour toute l'équipe de vente. Donc, quand il y a un nouvel article de blog qui sort, quand il y a un contenu important, quand il y a une conférence, un webinaire, en fait, l'équipe marketing prend le contrôle des comptes et va pouvoir aller poster sur le compte LinkedIn de Jean-Michel, par exemple. Donc, en son nom. Et à ce moment-là, pour lui, peut-être qu'il n'aurait pas pris le temps de le faire, mais c'est pas parce qu'il ne veut pas le faire. On aime beaucoup mieux qu'il soit occupé à vendre ou à parler avec des clients qu'à être sur LinkedIn en train d'écrire des messages. Très bien. Puis peut-être pour juste renchérir là-dessus, Mathieu, je sais que tu utilises HubSpot. Dans la HubSpot Academy, il y a différentes formations que peut-être les gens de votre organisation pourraient un petit peu suivre un petit peu. En fait, je le recommande souvent. Là,
toutes celles qui touchent à Modern Sales, là, je t'enverrai les liens, Mathieu, directement. Parfait. Question de Junior Lamoureux. Comment attirer les gens en inbound vers notre contenu si nous n'avons pas de liste de clients à contacter ou un grand nombre d'abonnés sur nos médias sociaux? Ça, c'est le dilemme du start-up ou de la compagnie qui démarre. Ouais. Souvent, il y a toujours des gens qui vont donner un espèce de petit boost à leur stratégie par du outbound. Donc, un peu de publicité payée ou des choses comme ça. L'idéal, c'est de commencer aujourd'hui, le plus vite possible, à bâtir justement tes actifs numériques. Ton contenu, si tu le fais aujourd'hui, il va attirer 2 personnes ce mois-ci sur ton site, puis 4 le mois prochain, puis 8 le mois d'après, puis 16 après. En fait, tu vas bâtir ton SEO puis ton autorité comme ça. Donc, l'idéal, c'est de vraiment commencer par là et peut-être que d'amener un peu de trafic pour t'assurer d'avoir une croissance un peu plus soutenue au début par des tactiques payées. Ben, ça pourrait être une bonne idée aussi. Intéressant. Marc-Olivier Bourdeau, maintenant, qui demande combien de temps, selon vous, doit-on compter pour établir et ensuite de voir un retour sur investissement sur une nouvelle stratégie inbound? Bien, le temps va être avec l'effort qui va avoir été mis pour la déployer. C'est sûr et certain que, si on base seulement notre stratégie inbound, la promotion, en fait, la stratégie seulement sur le SEO, bien, le SEO, comme disait Simon un petit peu à la question précédente, le SEO, ça fait évidemment la job sur le long terme. Mais si on a besoin rapidement d'avoir des gens qui visitent nos contenus, bien, de faire justement de la tactique d'acquisition, c'est souvent une petite courroie de transmission là, au début de la stratégie inbound. Fait que c'est sûr et certain que, puis aussi dépendamment, est-ce que le contenu est vraiment ciblé à la bonne personne? Ça aussi, c'est un élément qui pourrait déterminer aussi combien de temps ça va prendre avant de voir un revenu sur investissement, là. Donc, si vous avez, mettons, pour un persona X que vous voulez cibler, si vous avez du contenu en awareness, considération, décision, puis vous faites vraiment une action concertée pour amener les gens dans ça, bien, ça peut se faire quand même assez rapidement avant de voir le revenu sur investissement / des ventes en lien avec cette action-là. Je dirais que la règle de pouce que j'ai remarqué avec le temps, là, c'est ça va te prendre 6 mois avant de pouvoir avoir une vraie traction intéressante, puis à peu près 1 an pour pouvoir comme rentrer plus dans ton argent. Donc, d'habitude, c'est à peu près ça, mais fait que si on est trop pressé, si on est trop pressé, ça ne marchera pas. Non, exact. Quelqu'un qui veut faire du inbound sur 1 mois et demi, c'est pas la bonne méthodologie pour cette personne-là. Okay. C'est vraiment pour bâtir sur le long terme. Mais de toute manière, quelqu'un qui est comme dans n'importe quoi, quelqu'un qui est trop pressé, quelqu'un qui, tu sais, des fois, les gens nous demandent, tu sais, une autre question qui revient, peut-être que des gens se la posent, là. Je devrais-tu plus investir en développement de contenu / inbound ou des fois dépenser plus en budget d'acquisition pour générer mon trafic? Ben, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Dans les 2 cas, il faut être bien préparé pour... Tu sais, à partir du moment où tu as un visiteur, il arrive quoi, là? Tu sais, l'attirer, c'est le début de la game, là, mais une fois qu'il est rendu sur votre site web, as-tu de quoi pour le convertir? Tu sais, fait que quand on veut faire des actions rapides, ben, il faut quand même que ce soit des actions rapides concertées, là. Tu sais, j'ai rarement vu ça, moi, quelqu'un qui fait une campagne AdWords, qui décide de faire ça, pas de bonne landing page bien ficelée, là, qui réussit à avoir de vraiment une bonne traction. Des résultats. Ouais. Super. Messieurs, l'heure est maintenant terminée. Avant qu'on ferme cette session-là, c'est votre pitch de vente, là. Écoute, au niveau pitch de vente, là, on va juste vous dire que si jamais il y en a qui sont intéressés à en discuter plus longuement avec moi et Simon, n'hésitez pas à nous joindre par le site de Globalia. On est très orienté inbound. On a eu beaucoup de succès avec plusieurs entreprises d'ici. C'est quelque chose dans lequel on croit évidemment beaucoup. Et puis on a plein de services des fois là, au début, là, juste pour vous aider à vous aligner. J'ai mis dans le chat la page là, pour nos guides. On offre des démos de HubSpot gratuitement aussi. On offre des consultations aussi au début là, pour voir est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas.
Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin. Là, ça va nous faire plaisir de vous aider. Puis, un autre élément aussi qui est quand même assez important, il y a toujours une partie subvention qui peut être le fun quand c'est de la formation au Québec en implantation. Je sais que dans plusieurs régions du Québec en ce moment, il y a des possibilités de ce côté-là. Nous, on est quand même très au fait de tout ce qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. Ouais, de mon côté, j'ai rien à vendre, mais j'aime le inbound. Fait que si vous voulez m'en parler, écoute, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, moi, je pense à du inbound. Donc, je n'ai pas. Écoutez, ça a été une heure qui a passé super vite, excessivement intéressante. Je vous remercie beaucoup de votre temps passé aujourd'hui. J'espère aussi que les gens, en fait, on a eu quelques-uns qui se sont manifestés. Je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur à ces gens-là. Je vous rappelle que ce vidéo-là va être disponible en intégralité pratiquement sur la chaîne YouTube de Brome Conseil dans quelques jours. Fait que abonnez-vous à cette chaîne-là pour le regarder en rediffusion. Je vous mets le lien dans le chat à l'instant. Comme je vous disais, la semaine prochaine, on va rester dans un sujet similaire. En fait, on ne va pas parler d'inbound, proprement dit, mais plus de CRM, de pipeline de vente puis de marketing automatisé un peu avec Carl Durocher qui est quand même tout un numéro, qui a un bon vécu, qui est aussi un personnage à l'opposé totalement du mien comme professionnel dans cette industrie-là. Fait que je vous encourage à être là, ça va être très intéressant. Alors voilà. Merci, messieurs, encore une fois. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Bye bye.